Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Fellow Ambazonians, today na 1st October 2024, me Abijira Kapo from Donga. Yes, Nandu LGS this we day for Nandu LGS now. Yes, we know say the of ambush we bet. We don't know say we tell the La Republic terrorists say now we own the land. No nothing, no go disturb we must put up with flag for celebrate our Independent Day. Yes, Ambazonia State Army, ASA, from the Federal Republic of Ambazonia. Yes, I want for Mekam. May La Republic then know say if La Republic they no ceasefire, they no run. They go no can stop. May any man stand strong. Ahead. Both diaspora and home front. All man stand strong. At ease. Attention. At ease. Attention. Yeah. There is land of glory, we the Ambazonia, pleasure, loyalty. The praises on our Savior will grant us some freedom. Let the soldiers see who born the land with their blood. Glory, the glory, we rise and never to fall. Yea, a nation, for it brings our honor. Glory, glory, glory to the Father for making you a nation and join forevermore. Ambazonia, land of freedom, you shall live in plenty, missing our meat, and your children shall realize the stars above. The most ago we know what man of this nation. Yeah, the 1st of October 2024 in Boyo. You can see the soldiers celebrating. Yeah, these are the soldiers of Boyo under the command of Governor Hill and his soldiers and his generals. These are the dogs of Ambazonia. Company, attention. Yes, you can see the restoration forces of Land Force. Yes, you can see them well trained. You can see Land Force live. Land Force live.
One Force live today, the 1st of October. Yes. Yes, you can see them. You can see them. Live. One Force live. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT, du Grand Dialogue National. Le Grand Dialogue National s'était achevé au Palais des Congrès de Yaoundé il y a très exactement 5 ans. Nous sommes le 4 octobre 2024 et c'est le 4 octobre 2019 que ces assises avaient avaient mis la clé sous le paillasson. C'était le 4 octobre 2019. Le Grand Dialogue National avait démarré le 30 septembre 2019. Il sera donc question au cours de cette édition de la chronique de MBT d'esquisser un bilan de ce grand dialogue national-là. Donc, quels ont été les acquis de ce qui avait été annoncé comme résolution, qu'est-ce qui a déjà été mis en place et quelle en est l'efficacité sur le terrain, quel en est l'impact sur le climat d'insécurité qui règne dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest et que moi je considère comme étant le Southern Cameroons. Alors, je me rappelle qu'à l'époque, je me trouvais à Ouagadougou, au Burkina Faso, quand les travaux du Grand Dialogue National ont démarré au Palais des Congrès de Yaoundé. Et après la cérémonie de clôture, il y a un journaliste de CamerounInfo.net qui m'avait contacté pour me poser des questions. Donc, je lui ai accordé une interview. La toute première question, ou l'une des questions qu'il m'avait posées, était celle de savoir si ce Grand Dialogue National était à même de ramener la paix dans le Cameroun anglophone. J'avais été direct en lui disant que c'était une mascarade, hein, ce qui a été organisé au Palais des Congrès, et que ça n'allait absolument rien apporter, que c'était du cinéma pur et simple. La preuve, vous avez vu les images tout à l'heure. Il s'agit des images de la célébration de l'anniversaire ou de la commémoration de l'indépendance du Southern Cameroun le 1er octobre dernier. Vous avez tous vu les images tout à l'heure. Et ces images-là sonnent comme un cinglant démenti à cette version gouvernementale qui voudrait faire croire à l'opinion nationale et internationale que vraiment les terroristes sécessionnistes ont été complètement éradiqués, que la paix est revenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets, qu'il n'y a vraiment plus de combattants de ce côté, que vraiment l'armée a fait du nettoyage, il n'y a plus de combattants, il n'y a plus personne. Tous les leaders, ou si vous voulez, tous les généraux séparatistes, tous les généraux ambazoniens ont été neutralisés et c'est la débandade totale au sein des groupes armés ambazoniens, etc., etc. Pourtant, à travers ces images que certains s'amusent à qualifier de fruits de l'intelligence artificielle, vous vous rendez à l'évidence que le gouvernement camerounais, le régime de M. Paul Biya, ne cesse de vous mentir, ne cesse de vous pomper l'air, en vous disant que oui, vraiment la paix est revenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets, oui, vraiment, machin. Bon, maintenant, revenons donc au Grand Dialogue National, parce que si j'ai produit ces images-là à l'introduction, c'était pour qu'on en arrive à ça, c'est-à-dire qu'au bilan, justement, du Grand Dialogue National, et on se rend compte que c'était du feu de paille, que ça n'a absolument rien apporté. Rien. Rien. Et ce Grand Dialogue National a montré ses limites à tous les niveaux. Et ce Grand Dialogue National, c'est-à-dire que la manière dont les choses se sont passées là, est justement ce qui est à l'origine de ce conflit, à savoir impliquer la majorité anglophone dans les affaires internes du Southern Cameroun. Je ne sais pas si on se comprend. Souvenez-vous que lors de la conférence qui a eu lieu à Fumban, qu'est-ce qui s'est passé lors de la conférence de Fumban? C'est la majorité francophone qui a dicté sa loi à la minorité anglophone. La majorité des représentants à cette conférence-là venaient de la République du Cameroun. Ils venaient de la République du Cameroun. Pareil lors du référendum, le référendum du 20 mai 1972. C'est la majorité francophone qui a dit oui à l'instauration d'un État unitaire contre la minorité anglophone, alors qu'il revenait uniquement aux anglophones de décider si oui ou non ils voulaient se joindre à la République du Cameroun pour un État unitaire cette fois-là. Oh que non, on a associé la majorité francophone au sort, au futur de la minorité anglophone.
Et c'est exactement ce qui s'est passé lors du grand dialogue national qui a été décidé par Paris. Et on va revenir sur Paris tout à l'heure. Parce que le grand dialogue national, là, toutes les résolutions là, qui ont été prises avaient déjà été décidées longtemps à l'avance, à l'ambassade de France à Yaoundé. Donc, lors du grand dialogue national, donc, c'est la majorité francophone, c'est-à-dire que les représentants, toutes les forces vives qui venaient de l'Est, de l'Ouest, du Nord, de l'extrême Nord, de la Damawa, alors qu'il s'agit des zones qui ne sont pas en proie au conflit. La seule zone qui était en conflit, c'était le Southern Cameroon. Alors, qui était à même d'apporter toutes ces élites-là, intellectuelles, francophones-là, qui ont participé à ce grand dialogue national. Et c'est cette majorité, justement, qui a décidé de ce que un statut spécial devrait être accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, entre guillemets, que l'on devait instaurer la common law, etc., machin, que l'on devait promulguer la loi sur la décentralisation, la fameuse loi du 24 décembre 2019, et qu'on devrait reconstruire les deux régions sinistrées. Ces résolutions-là, à quel niveau se trouve la mise en application de ces résolutions du grand dialogue national? Lesquelles résolutions ont été imposées à la minorité anglophone par la majorité francophone? S'agissant de la reconstruction des régions anglophones, aussi, vous voulez, du Southern Cameroon, ce n'est qu'en décembre 2023, l'année dernière, que les travaux ont été lancés dans 43 communes de ce que vous appelez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est-à-dire que le grand dialogue est fini en 2019. Ce n'est qu'en décembre 2023 que les chantiers ont été lancés. Pour ce qui est du statut spécial de ce que vous appelez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais c'est une escroquerie à grande échelle. C'est une escroquerie à grande échelle. Puisque, dans le langage des dirigeants camerounais, puisque selon la loi, la fameuse loi sur la décentralisation, là, qui a été promulguée, je crois c'est le code, si je ne me trompe pas, le code de la décentralisation, qui a été adopté en décembre 2019, là. On parle d'assemblée régionale de ce que vous appelez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Or, dans le langage de l'administration, et même quand il faut signer certains textes, c'est-à-dire que même quand, dans la prise de certains actes administratifs, on parle de conseil régional du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà la première escroquerie. Deuxième escroquerie intellectuelle. Les gouverneurs de ces deux régions-là gardent une influence, un pouvoir assez prépondérant sur les régions à statut spécial. Puisque selon le code de la décentralisation de 2019, le représentant de l'État, qui est ici le gouverneur de la région, soit du Nord-Ouest, soit du Sud-Ouest, doit absolument apposer sa signature, doit absolument valider toutes les délibérations qui viennent des assemblées régionales, ou si vous voulez des conseils régionaux des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors, de quel statut spécial parle-t-on ici? De quelle autonomie parle-t-on dès lors que les représentants de l'État gardent leur toute-puissance vis-à-vis des organes régionaux? Vis-à-vis des organes régionaux. Les gouverneurs des régions demeurent ces grands Manitou-là avec leur toute-puissance qui imposent, qui dictent leurs lois aux membres de ces conseils régionaux, de ces assemblées régionales. Et même au niveau du conseil exécutif régional, le président de la République nomme le secrétaire général du président du conseil régional. Et c'est lui qui est l'œil et l'oreille de Yaoundé dans ces organes-là. Quand on vient donc dire aux Camerounais que on a accordé un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, entre guillemets, c'est quelle qualité de statut spécial? Qu'est-ce qui véritablement a changé par rapport à la période d'avant l'adoption de ce code de décentralisation? Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Absolument rien. Les membres de ces assemblées régionales n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir face au gouverneur. Aucun. Aucun pouvoir. Maintenant, pour ce qui est de la common law, à l'époque, moi, j'avais dit que c'était une bonne chose. Sauf que ce n'est pas à Paul Biya de décider du type de common law qu'il faille accorder aux anglophones. Non.
La common law, ce n'est pas le système juridique jacobin traduit en anglais. Non. La common law, c'est un ensemble de pratiques, de coutumes, de traditions judiciaro-juridiques purement anglo-saxons, qui existaient avant l'annexion, parce que ce que subissent les anglophones, là, c'est une annexion. Il ne faut pas se cacher pour le dire. C'est une annexion que ces gens-là subissent depuis des années. Il faut le dire. Donc, si le président Biya a estimé qu'il faut réhabiliter ou réinstaurer la common law, ça veut dire qu'il faut également réhabiliter le Parlement qui existait de ce côté, parce que ce n'est quand même pas Ngwaekele qui va légiférer suivant la common law. C'est pas possible. Il n'y a qu'un Parlement établi dans cette zone-là qui puisse légiférer suivant la common law. Et il faut un exécutif qui sera chargé de mettre en application les lois issues de la common law, épousant le système de la common law. Et il faut un système judiciaire de ce côté qui va sanctionner le non-respect de ces lois émanant du système de la common law. Donc, Paul Biya a commencé en disant que oui, la common law va être restaurée par un texte particulier, ce qui est une aberration déjà. C'est vrai, mais sauf qu'il faut qu'il aille plus loin en réhabilitant le Parlement, en réhabilitant l'exécutif, le premier ministère qui existait déjà au Southern Cameroun, en réhabilitant le système judiciaire, les juridictions qui existaient et qui faisaient appliquer des sanctions prévues par les lois émanant de la common law. C'est très important. Et ce que vous devez retenir, mesdames et messieurs, ce que vous devez retenir, c'est que le grand dialogue national a été préparé à l'ambassade, donc les préparatifs du grand dialogue national ont eu lieu à l'ambassade de France à Yaoundé. Donc c'est la France qui avait demandé à Biya que, bon, écoute, pour mettre un terme à cette histoire-là, à cette instabilité-là, bon, accordons-leur un statut spécial. Ouais, accordons-leur un statut spécial. Toutes les conclusions du grand dialogue national, là, c'est-à-dire que les résolutions là, du grand dialogue national avaient déjà été arrêtées par Paris, par le gouvernement français, de commun accord avec leurs homologues camerounais, de commun accord avec Paul Biya. Ils avaient déjà tout arrêté. Donc les thèmes, les résolutions, tout avait déjà été bouclé. Tout ce qui a eu lieu comme travaux, comme discussions, ça c'était du cinéma, c'était de la mise en scène. Et c'est Paris qui a décidé, qui a imposé. La preuve en est qu'après le grand dialogue national, Paul Biya s'est envolé pour, je crois, Lyon, où se tenait une conférence internationale sur les questions de santé, le paludisme et puis la tuberculose, lutte contre le paludisme et la tuberculose. Qu'est-ce que Paul Biya avait déclaré devant les médias? Qu'il est venu rendre compte à Emmanuel Macron du déroulement du grand dialogue national. Et quelques mois plus tard, Sébastien Nadeau, député indépendant au Parlement français, avait interpellé Jean-Yves Le Drian, parce que Jean-Yves Le Drian était au Cameroun en octobre 2019. Bon, il a interpellé Jean-Yves Le Drian par rapport au massacre qui se déroule en zone anglophone, ainsi que le grand dialogue qui n'était qu'une mascarade, etc. Bon, Jean-Yves Le Drian a simplement répondu que voilà, il y a eu des mesures qui ont été prises, le grand dialogue national qui s'est déroulé, que voilà, un statut spécial a été accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets, et que voilà, il y a une reconstruction, et qu'il y a un plan de reconstruction de ces deux régions qui va être mis sur pied. Bref, à travers les réponses de Jean-Yves Le Drian, vous vous rendiez à l'évidence qu'en fait, c'est la France, parce qu'il a endossé toutes les résolutions. Toutes les résolutions. Donc, vous vous rendiez compte que Paris avait entériné toutes les résolutions issues du grand dialogue national. Donc, ça veut dire que c'est Paris qui avait préparé ce grand dialogue national-là, et c'est Paris qui avait suggéré cela à Paul Biya. Ben oui, puisque ce sont leurs intérêts qui sont en jeu. Le pétrole qui gît là-bas, ainsi que le gaz, c'est une propriété de la France. C'est une propriété de la France-Afrique. Même l'appui à la décentralisation, l'Agence française de développement verse beaucoup d'argent pour appuyer la décentralisation. Et même l'ambassadeur qui est là présentement, le général là, Thierry Marchand, dans une interview qu'il a accordée au journal Mutation, il avait dit que non, pour nous, c'est la décentralisation qui est la solution idoine. C'est la décentralisation qui est la solution idoine au problème anglophone. Parce que le discours officiel en France, c'était consistait à faire croire que non, la solution au problème des anglophones doit être politique. Que la solution au problème anglophone doit être politique. Et que cette solution doit être camerouno-camerounaise. Ça, c'était le discours officiel
que tenaient les officiels, permettez-moi la répétition, français à l'époque, et qu'ils continuent d'ailleurs de tenir. Dès lors, quand ils sont interpellés sur la crise anglophone qui perdure, qui n'est pas finie. Donc, depuis les années 50, la fin des années 50, depuis les années 60, la France a toujours œuvré, c'est-à-dire que Paris a toujours œuvré pour que les anglophones ne jouissent d'aucune autonomie, que les anglophones ne soient jamais autonomes ni indépendants, qu'ils soient toujours des citoyens à part entière de la République du Cameroun qu'ils ont fabriqué de toutes pièces. Quand vous voyez des institutions comme la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, qui a suggéré cela à Paul Biya? C'est Paris. C'est la France. Vous savez pourquoi? En fait, c'est pour assimiler les anglophones. C'est pour faire en sorte qu'ils ne soient plus considérés comme étant des anglophones ou des ressortissants du Southern Cameroun. Non. Qu'ils soient considérés comme étant ressortissants d'une tribu, comme les francophones, par exemple, qu'on ne puisse plus parler des ressortissants du Southern Cameroun ou des anglophones, mais plutôt des Bakweri, comme des Bassa, ou des Bafo, comme les Bafia, ou je sais pas moi, je vais prendre quel autre tribu là, des Bali, comme des Ewondo, etc., etc. Voilà l'idée derrière la mise sur pied de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, c'est d'assimiler, c'est-à-dire que ça s'inscrit, c'est-à-dire que cette institution-là se situe dans le droit fil de la politique d'assimilation du peuple du Southern Cameroun, de manière à ce qu'ils soient considérés par rapport à leurs origines tribales. C'est ça. Et surtout que selon Paris, les ressortissants de ce qu'ils appellent le Sud-Ouest ne s'entendent pas, ne veulent pas entendre parler d'une fédération ou d'une indépendance, contrairement à celle du Nord-Ouest, aux populations du Nord-Ouest. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est Paris qui est derrière cette division-là, cette politique du diviser pour mieux régner là, qui consiste à dresser les populations du Sud-Ouest contre celles du Nord-Ouest. Ils disent que non, vous savez, les populations du Sud-Ouest, ils sont plus sawa côtiers, donc ils ne sont pas trop dans ces revendications autonomistes ou indépendantistes, contrairement à leurs frères du Nord-Ouest qui sont réputés frondeurs, etc., etc. Tout ça, c'est une stratégie que la France a mis sur pied. Diviser pour mieux régner. C'est ça. Lors de la conférence de Fuman, du 17 au 22 juillet 1960, qui a la constitution de 61, là, du 1er septembre 1961. Vous savez qui a élaboré cette constitution-là? C'est Jacques Rousseau, conseiller juridique d'Amadou Ahidjo, un Français. Et c'est lui qui a élaboré la toute première constitution du 4 mars 60, qui était appliquée en République du Cameroun. Donc la constitution prétendument fédérale du 1er septembre 1961, c'est Jacques Rousseau qui avait pensé cette constitution-là. Et en pensant cette constitution-là, il a accordé tous les pouvoirs. Donc Ahidjo concentrait la quasi-totalité des pouvoirs entre ses mains. Donc le Cameroun n'était fédéral que de nom, puisque après la réunification, entre guillemets, parce que pour parler de réunification, il faut un accord de réunification signé par les représentants des deux États qui se réunifient. Et cet accord doit être sauvegardé au secrétariat des Nations Unies pour que cela produise des effets. C'est comme ça. Or, le 1er octobre 1960, là, il n'y a jamais eu réunification. Il y a eu annexion pure et simple. Pure et simple. La preuve en est que, la veille, le général de Gaulle avait qualifié le Southern Cameroun comme un cadeau que la reine d'Angleterre lui avait légué. Ah oui, beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Alors, je disais tantôt qu'après le 1er octobre 61, Ahidjo a signé un décret portant création des régions administratives. Donc, il a créé 6 régions administratives. Et parmi ces régions-là se trouvait le West Cameroun ou le Southern Cameroun. Et ces régions administratives étaient dirigées par des inspecteurs fédéraux nommés par décret présidentiel. Et le West Cameroun a été érigé en région administrative, dirigé par un inspecteur fédéral nommé par Amadou Ahidjo et qui avait des pouvoirs au-dessus du Premier ministre qui était démocratiquement élu sur ce territoire. Donc l'idée de la France de Paris à l'époque, c'était d'annexer le Southern Cameroun. La France n'était même pas satisfaite de ce fédéralisme-là. Elle était la dernière à le soutenir et à en avoir besoin.
Parce qu'elle avait un plan qui consistait à annexer le Southern Cameroun en vue d'avoir la même mise sur les ressources pétrolières qui y gisent. Ah oui. Même la constitution du 1er janvier du 18 janvier 1996, là, qui propose l'État unitaire décentralisé à Beya. C'est la France. La preuve en est que quand il y avait les conférences, les All Anglophone Conference là, de 1993 et de 1994, au cours desquelles il était question du retour au fédéralisme, François Mitterrand à l'époque avait dit non à cette idée de retour au fédéralisme. Et il avait donné son feu vert que toute manifestation en faveur du fédéralisme soit purement et simplement réprimée. C'est comme ça. Et même quand la crise anglophone éclate, là, atteint son pic, parce que la crise anglophone n'a pas commencé en 2016, non. Elle a commencé au début des années 90. C'est au début des années 90 que les anglophones ont commencé à revendiquer le retour au fédéralisme et que si on ne retournait pas au fédéralisme, ils allaient proclamer l'indépendance du Southern Cameroun. Je me rappelle, quand il y a eu la répression des manifestations commémoratives de l'indépendance du Southern Cameroun le 1er octobre 2017, quelques semaines plus tard, Gilles Thibault, à l'époque, il est ambassadeur de France au Cameroun. Il est l'invité de Equinox, le journal de, je crois, 20h. Il dit que non, la solution, tout ce que les populations de là-bas revendiquent, c'est un niveau de vie assez normal, vraiment, et que ce dont les populations ont besoin, c'est que l'État investisse dans les infrastructures socio-économiques. Pourtant, le monde entier venait tout juste de vivre des manifestations des populations munies de branchages et de drapeaux ambazoniens, revendiquant l'indépendance du Southern Cameroun. Mais Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun, il s'en va à Equinox Télévision pour dire que non, tout ce dont les populations ont besoin, c'est d'une vie décente, d'une vie normale. Pourtant, c'est pas ça que les populations de là-bas réclamaient. Ce n'est pas ça. Ils ne réclamaient pas un mieux vivre, ils ne réclamaient pas le développement socio-économique et culturel de leur contrée ou de leur région. Non, ils revendiquaient une indépendance, la restauration du Southern Cameroun. C'est ce qu'ils revendiquaient. C'est ce qu'ils revendiquaient. Donc la France a toujours et toujours manœuvré pour que les populations de là-bas ne soient jamais un peuple libre et indépendant. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Et même quand Emmanuel Macron était en visite officielle au Cameroun, en 2022, qu'est-ce qu'il a dit à Jeune Afrique? Qu'il est venu à Yaoundé pour s'assurer de l'état d'avancement du processus de décentralisation. Comme pour dire qu'en fait, l'état unitaire décentralisé, là, c'est une idée de Paris, c'est une idée du gouvernement français qui est imposée aux autorités camerounaises. Qui est imposée aux autorités camerounaises. Contrairement aux États-Unis qui ont prôné des négociations sans préconditions en vue du retour à la paix dans cette zone. La France, elle s'accroche sur la décentralisation, elle estime que c'est la solution idoine aux problèmes anglophones, etc., etc. Alors que ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. La question que les anglophones ne cessent de poser est celle-ci. Quand les Camerounais ont eu leur indépendance, le 1er janvier 1960, nous avions nos institutions. Nous avions un système démocratique qui fonctionnait à merveille. Nous avions un parlement qui votait des lois. Nous avions un gouvernement. Nous avions des partis politiques, des syndicats. Bref, il y a une structure. Nous vivions sous une structure étatique déjà établie. Quelle est la raison valable pour laquelle tout cela n'existe plus aujourd'hui? Quelle est la raison valable pour laquelle ces institutions, ce parlement, ce gouvernement, ce premier ministère a été complètement aboli? Quelle est la raison valable? Est-ce parce que le francophone était un être supérieur à l'anglophone, au point où ce dernier devait absolument se fondre dans le premier? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi la République du Cameroun n'a pas dissous toutes ses institutions pour se rattacher au Southern Cameroun? Et de manière à ce que Buea soit la capitale et que les institutions soient situées de ce côté-là. Pourquoi l'inverse ne s'est pas produit? Pourquoi? C'est tout ce que les Ambazoniens demandent, exigent aux autorités camerounaises. Que nous avions nos institutions. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, notre premier ministère. Nous avions notre parlement, le House of Chiefs, nos institutions qui fonctionnaient normalement. Nous avions même une diplomatie. La preuve en est que Kwame Nkrumah était venu au Southern Cameroun en visite d'État. Il avait été reçu par John Buffoncha, premier ministre.
élu démocratiquement. Ce qui n'était pas le cas en République du Cameroun, où les dirigeants, tout ce que le Cameroun, tout ce que la République du Cameroun a déjà eu comme dirigeants depuis les années, la fin des années 50, du Premier ministre au président de la République. C'est la France qui a imposé. C'est la France. Et c'est vous, les francophones, là, dont les dirigeants sont imposés par la France. C'est vous qui dites aux anglophones que la seule chose qui leur mérite, c'est un statut spécial, alors que la culture, ils avaient une culture politique plus avancée que la vôtre à la fin des années 50. La preuve en est que John Buffonchi avait été élu démocratiquement Premier ministre. Il a battu Emmanuel Ndele malgré le soutien que ce dernier avait de l'Angleterre. À Paris, on le sait. À Paris, on le sait. Donc, John Buffonchi était le choix du peuple, tandis que Amadou Ahidjo, Premier ministre de la République du Cameroun, lui, il était le choix de la France. Et c'est vous qui venez dire aux anglophones que non, vous devez dissoudre même vos institutions, là, vraiment, parce que ça ne vaut pas la peine. Hein. Mieux, vous nous rejoignez ici, dans la République unie du Cameroun ou République du Cameroun. Ça a quel sens, tout ça? Quel est le sens de tout ceci? Ça a quel sens? Ça n'a aucun sens. Aucun. C'est même injuste. C'est injuste. Parce que c'est au sort d'un Cameroun, c'était aux populations du sort d'un Cameroun de nous apprendre comment fonctionnent des institutions normales et démocratiques. C'était à eux de nous enseigner ça et non l'inverse. Et non l'inverse. Et tout ça, c'est la France qui tirait les ficelles. C'est la France qui disait à Ahidjo que non, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Oh, il faut organiser le grand dialogue. Oh, donc c'est un problème de syndicat des enseignants, des avocats. Bon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut résoudre ce problème de comme ceci, comme cela. Même Ayabacho qu'on a interpellé tout récemment là ici en Norvège. J'ai appris que c'est la France qui est derrière ça. Ça, c'est une information que je vous donne. Que c'est le lobbying du gouvernement français. Parce qu'il voudrait accorder un cadeau à Paul Biya en perspective de 2025. Et cette histoire de diviser le sort d'un Cameroun en régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est la France qui a voulu que les choses se passent ainsi. C'est Paris qui l'a voulu. Paris a toujours manœuvré pour que les anglophones ne soient jamais autonomes, ni encore plus indépendants. Toujours. Toujours. En 2019, les États-Unis avaient suspendu une partie de leur coopération militaire au Cameroun du fait des violations des droits humains dans le Cameroun anglophone. Qu'est-ce que la France a fait? La France a plutôt reconduit son accord de coopération militaire avec le Cameroun en 2021. Qu'est-ce que vous en concluez? On en conclut quoi? Ce n'est qu'en 2020 que Paris a un peu fait semblant de condamner le massacre de Ngarbou du 14 février 2020. Paris a un peu fait semblant d'exiger que les auteurs soient poursuivis devant les tribunaux, etc., etc. Bon, aujourd'hui, la procédure est à quel niveau? Pourquoi Paris n'exige pas, ne demande pas des comptes à Paul Biya sur ce que devient cette procédure au tribunal militaire? Pourquoi ce sont les exécutants de ce massacre de Ngarbou qu'on a arrêté et non les donneurs d'ordre, et non les commanditaires, qui sont les officiers supérieurs et même généraux de l'armée camerounaise? Pourquoi la France n'exige pas des comptes? Pourquoi la France n'exige pas des comptes? Et c'est comme ça que la même France, l'ambassade de France à Yaoundé, a reçu un condatitus, my country people them. C'est-à-dire que l'agent secret là, l'agent des services secrets du Cameroun qui administre des pages YouTube et Facebook là, à travers lesquelles il fait la propagande du régime dans le cadre de la crise anglophone. Il avait été reçu à l'ambassade de France à Yaoundé. Quelqu'un qui a du sang sur les mains, quelqu'un qui a commandité des meurtres, des crimes, des assassinats dans le Cameroun anglophone. Florence Ayafor, Nkondatitus fait partie des commanditaires de l'élimination physique de Florence Ayafor. Nkondatitus fait partie. Et c'est comme ça qu'il a fait, Nkondatitus a fait éliminer physiquement beaucoup de personnes dans le Cameroun anglophone, juste parce qu'il est soupçonné d'être proche, soit des leaders ambazoniens qui sont à l'extérieur, soit les combattants armés sur le terrain. Il a fait zigouiller les civils là-bas en désordre par les services de renseignement du Cameroun. C'est un Nkondatitus qui vit en Angleterre là. Il est protégé par les services de renseignement anglais, le MI6.
Et c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous ces pays-là, occidentaux-là. Moi, je trouve que c'est injuste. C'est totalement injuste. Comment des hauts responsables camerounais, des criminels, des génocidaires, des criminels de guerre notoires dans le Cameroun anglophone peuvent se mouvoir à travers le monde et en toute liberté. Ils ne sont pas sanctionnés. Mais ce sont les leaders ambazoniens qui sont traqués à travers le monde, arrêtés et jetés en prison. Vous trouvez que c'est normal? J'interpelle ici les Nations Unies. J'interpelle ici le gouvernement américain qui a une ambassade à Yaoundé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si vous estimez que les responsables ambazoniens doivent être punis, doivent être sanctionnés, que cela soit pareil pour les officiels camerounais, les membres du gouvernement camerounais, les membres de l'appareil de l'État camerounais, en commençant par Paul Biya lui-même. Est-ce que c'est normal que les ministres, le ministre de la Défense, les responsables des services de renseignement du Cameroun, et les Banqui Émile et les je sais pas qui, le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, continuent à voyager à travers le monde, ils continuent à jouir de leurs biens à l'étranger. Pendant ce temps, les activistes ambazoniens, ils sont traqués, ils sont arrêtés, ils sont jetés en prison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? C'est bien beau de prendre des mesures punitives ou des sanctions contre les responsables du M23 en République démocratique du Congo ou du gouvernement congolais par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC là. C'est bien beau d'imposer les restrictions de visa, le gel des avoirs à tous ces responsables de l'instabilité à l'est du Cameroun, les responsables du M23, de l'armée congolaise et des milices qui aident l'armée congolaise, etc., etc. C'est bien beau d'imposer les mêmes sanctions aux responsables de l'armée soudanaise et des forces de soutien rapide qui créent l'instabilité au Soudan. Et le Cameroun alors? Que voulez-vous nous dire? Que ce ne sont que les ambazoniens, les dizaines de milliers de civils qui ont été tués dans le Cameroun anglophone là, c'est du fait des ambazoniens. Des villages qui ont été incendiés, rayés de la carte, c'est du fait des ambazoniens. Les enlèvements contre rançon, nous savons, moi je l'ai dénoncé plusieurs fois ici, que certains membres du gouvernement camerounais, certains hauts responsables de l'armée camerounaise ont des milices là-bas, dans le Southern Cameroun. Et ils continuent à se pavaner à travers le monde, jouir de leur bien mal acquis qu'ils ont gardé ici en Occident, sans qu'ils ne soient interpellés, sans qu'il ne leur soit imposé quelques sanctions que ce soit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal que l'armée du Cameroun continue à massacrer des civils dans le Southern Cameroun en toute impunité. Non, non, non et non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et cela doit cesser. Et il faut la mise sur pied d'un tribunal spécial pour les crimes au Southern Cameroun. Ça, c'est la proposition que je fais, notamment aux Nations Unies. Parce que ces crimes-là ne doivent pas rester impunis. Un condamnatif ne doit pas continuer à se frapper la poitrine en Angleterre en perpétrant des crimes dans le Southern Cameroun. Ça ne doit plus se passer comme ça. Il faut que la communauté internationale sévisse enfin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment peut-on recevoir un criminel de guerre comme un Konda Titus qui vient en Angleterre à l'ambassade de France au Cameroun? Comment ça peut être possible? Quelqu'un qui a du sang sur les mains. Il est reçu sur tapis rouge, en grande pompe. Et Philippe Larieux, qui est, je crois, le conseiller d'ambassade, ou c'est numéro 1 ou numéro 2, prend sa carte de visite, il remet en Konda Titus. Vous trouvez que c'est normal, ça? Vous trouvez que c'est normal? Parce que les populations qui vivent là-bas, là, c'est quoi? C'est des chiens, c'est quoi? Hein? Ce sont des insectes qu'on écrase à volonté. Non, il faut que ça cesse. Cette injustice-là doit cesser. Cette injustice doit cesser. C'est bien beau de venir dire, oui, on a arrêté Ayaba en Norvège, on a arrêté un tel aux États-Unis. On est parfaitement d'accord. Encore que ceux qu'on a même arrêtés aux États-Unis, là, on les a arrêtés. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 3 qui ont été arrêtés au Kansas, là, vers fin 2022, là, les 3 là, parmi lesquels se trouve un certain Nestor Langmi. Ils ont fait quoi? Ils sont arrêtés en novembre 2022 parce que Paul Biya doit prendre part au sommet des États-Unis-Afrique à Washington. Et au cours de ce sommet-là, il sera question de négocier pour que l'entreprise américaine Chevron puisse exploiter le pétrole au large de Kribi. Et en échange, il faut prendre les quelques activistes ambazoniens, on jette en prison. C'est-à-dire qu'on les arrête en novembre 2022. En mars 2023, on les condamne à 5 ans de prison pour avoir levé des fonds pour financer des groupes armés au Southern Cameroun. C'est quoi cette justice expéditive-là aux États-Unis? Pour un pays, c'est-à-dire que pour un pays qu'on cite en référence en termes de démocratie, comme les États-Unis, c'est quoi cette justice à tête chercheuse?
C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Juste parce qu'il faut flatter l'ego de Yaoundé, on ramasse 3 bons hommes, des pères de famille, on les jette en prison. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je m'adresse maintenant là aux autorités américaines à travers leur ambassade à Yaoundé. Qu'est-ce que les 3 qui ont été arrêtés en novembre 2022 dans l'état de Kansas là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent en prison? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé les fonds pour financer les groupes armés dans le Southern Cameroun. Les Ukrainiens ne font pas la même chose aux États-Unis. Les Israéliens ne font pas la même chose aux États-Unis. Ils ne laissent pas les fonds pour aider leurs frères qui combattent et la Russie et le Hamas sur place, au terroir. Pourquoi quand il s'agit des Ambazoniens qui vivent là-bas, ça devient un problème? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Il faut arrêter avec cette injustice-là. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Et je sais que c'est la France, avec sa France-Afrique, qui est derrière, qui manœuvre dans l'ombre. À l'ombre de ces procès kafkaïens, c'est la France qui est derrière tout ça. Ça, je suis convaincu à 100% que c'est la France qui est derrière ça. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce sujet. Et merci d'avoir suivi. Partagez la vidéo au maximum. À très très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, ciao, ciao, au revoir.